Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Outer Wilds est un jeu assez unique. En effet, on peut voir le jeu comme une véritable simulation à ciel ouvert. Chaque objet va avoir sa propre masse et va interagir avec les autres selon la loi de gravitation universelle telle que la régie de Newton. Si vous avez déjà joué au jeu, vous savez très bien qu'au début, les premiers pilotages sont un peu hasardeux et à la fin, même si on maîtrise bien l'objet, ça reste un peu du feeling. Cependant, cette manière de piloter est catastrophique d'un point de vue programme spatial. En effet, chaque coup de moteur, chaque accélération ou chaque décélération va coûter du carburant. Ce carburant a une certaine masse, plus on en embarque, plus ça nous coûte cher, et c'est un cercle vicieux comme ça. On comprend donc assez vite que pour de véritables programmes spatiaux et de véritables voyages spatiaux, on va avoir besoin de trajectoires optimisées pour passer d'une planète à une autre. Bonjour à tous, bienvenue sur Challenger Prépa. Donc comme vous l'avez compris, on va faire un petit exercice de mécanique céleste. On va faire tout simplement un exercice assez classique sur le voyage Terre-Mars, d'accord ? Donc on va regarder quelle orbite on utilise pour passer de l'orbite de la Terre à l'orbite de Mars. Quand est-ce qu'il faut partir, parce qu'on va voir qu'on ne peut pas partir n'importe quand. Combien de temps on peut rester sur Mars avant de repartir, voilà, tout ce genre de choses. Ok, donc pour poser le problème, on va se placer dans le référentiel géocentrique. Donc voilà, donc on a notre petit soleil au milieu. Et on a, comme vous voyez depuis un moment maintenant, l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars, donc respectivement en bleu et en rouge. Et on voit déjà tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que la Terre et Mars ne tournent pas à la même vitesse. C'est complètement normal ici, parce que lorsqu'on a une trajectoire circulaire uniforme, vous savez que la vitesse s'écrit comme racine de g fois la masse de l'astre autour duquel on orbite, divisé par la distance. C'est pour ça qu'ici, la Terre tourne plus vite que Mars autour du Soleil. Ok, donc maintenant, j'ai mon petit vaisseau qui est sur Terre, comme ça, et il veut rejoindre l'orbite de Mars. Alors comment est-ce que je peux rejoindre cette orbite de manière optimale d'un point de vue carburant et énergie que l'on va consommer ? Cette trajectoire, qu'on appelle orbite de transfert ou orbite d'Oman, elle est très très simple, c'est tout simplement une ellipse qui va se retrouver entre l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. Ici on peut la voir dessinée en jaune. Et pour passer par cette orbite de transfert, on va avoir seulement deux poussées moteurs différentes. La première poussée moteur, c'est bien évidemment pour passer de l'orbite circulaire terrestre à cette orbite de transfert, cette orbite d'Oman. L'idée de cette poussée moteur, c'est de faire une accélération tangentielle dans l'axe de la vitesse pour permettre de passer sur une orbite à plus haute énergie, qui ici est l'orbite de transfert. Si on fait la bonne poussée moteur pour avoir la bonne vitesse, que l'on va calculer dans l'exercice, cette orbite de transfert va venir tangenter l'orbite de Mars de l'autre côté de la trajectoire. À ce moment-là, lorsque les deux trajectoires, donc c'est-à-dire l'orbite de Mars et notre orbite de transfert sont tangentes, on va revenir faire une poussée moteur dans l'axe de la trajectoire afin de réaccélérer le vaisseau et de passer sur l'orbite circulaire de Mars. Maintenant que le contexte de l'exercice est posé, on va pouvoir passer à la première partie de l'exercice qui va être l'expression de différentes vitesses. Alors je vais avoir plusieurs vitesses. Tout d'abord la vitesse V1. La vitesse V1, c'est tout simplement la vitesse sur l'orbite de la Terre. D'accord ? Donc sur l'orbite bleue. La vitesse V2, c'est la vitesse qu'il faut avoir pour être sur l'orbite de Mars. D'accord ? Ok ? Ok, la vitesse V1', c'est la vitesse qu'il faut avoir après la première poussée moteur pour passer sur l'orbite de transfert. D'accord ? Donc passage, c'est la vitesse qu'il faut avoir pour avoir le passage sur l'orbite de transfert. Ok ? Et une fois qu'on est passé sur cette orbite de transfert jaune, on va avoir la vitesse V2', qui est la vitesse, donc toujours sur l'orbite de transfert. Donc c'est toujours la vitesse sur l'orbite de transfert, mais cette fois-ci on est de l'autre côté. C'est la vitesse qu'on va avoir lorsqu'on va venir être tangent. Donc ça va être au niveau du point O2, d'accord ? Là je vais appeler ça le point O1, d'accord ? Donc le point O2 c'est tout simplement le point de tangence entre l'orbite de transfert et l'orbite de Mars. Et le point O1 c'est le point de tangence entre l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars, d'accord ? Ok, donc c'est la vitesse V2' qu'on va avoir juste avant de faire la deuxième accélération moteur. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces quatre vitesses ?
Parce que une fois que je connais toutes les vitesses qu'il me faut, pour passer d'une orbite à une autre, etc., ça me donne les poussées moteurs, d'accord, qu'il faut que j'effectue pour pouvoir transitionner de l'orbite de la Terre à l'orbite de transfert et de l'orbite de transfert à l'orbite de Mars. Parce que si j'ai le delta de vitesse entre V1 et V1', j'ai le delta d'énergie. Donc je sais l'énergie que je dois fournir dans la poussée moteur. Pareil, quand j'ai le delta de vitesse entre V2 et V2', j'ai la poussée moteur qu'il faut que j'effectue pour passer sur l'orbite de Mars. Ok. Donc ces différentes vitesses, elles s'obtiennent assez facilement, d'accord. Ici, on va tout d'abord parler de la vitesse V1, ok. La vitesse V1 et V2 d'ailleurs, qui sont les orbites sur les trajectoires circulaires. Bon bah V1, c'est tout simplement racine de G m soleil divisé par R1, ok. R1 qui est la distance Terre-Soleil, d'accord. Ça, c'est du cours, il faut le connaître par cœur, orbite circulaire, l'expression de la vitesse, il faut la connaître par cœur. Hein. Il y a eu un rappel déjà pendant la cinématique tout à l'heure, c'est une expression qu'il faut connaître par cœur. Et donc évidemment, V2, ça va être G fois M soleil sur R2, d'accord. Donc bon, ça déjà ici, ça c'est par cœur, d'accord. Ça, normalement, il ne doit pas y avoir d'hésitation pour ces deux vitesses-là. Ok, maintenant, qu'en est-il des vitesses V1' et V2'? Je suis sur une orbite elliptique, a priori, j'ai rien pour l'instant pour avoir l'expression de ces deux vitesses-là. Alors, du coup, il me faut V1', il me faut V2', donc ça nous fait deux inconnus. Donc ce qu'on aimerait, c'est avoir deux équations du mouvement sur la trajectoire jaune, donc sur l'orbite de transfert. Heureusement, on a deux grandeurs, on va avoir deux grandeurs sur toute cette trajectoire de transfert qui vont se conserver au cours du mouvement, c'est l'énergie mécanique et le moment cinétique au niveau du point O. Donc on va avoir pas la conservation, la conservation de l'énergie mécanique dans un premier temps et du moment cinétique au niveau du point O dans un deuxième. D'accord ? Donc je vais me placer au niveau des deux points O1 et O2 et normalement l'énergie mécanique et le moment cinétique doivent être le même. D'accord ? Donc je vais commencer par le moment cinétique parce que c'est ce qui nous donne l'expression la plus simple. D'accord ? Donc ici, le moment cinétique au point O, quand je me place au point O1 ici, hop, pardon, excusez-moi, tac. Ça va tout simplement être égal, bon ici c'est un calcul qui est assez rapide, hein, ça va être R1 ER vectoriel, donc ici la quantité de mouvement au niveau du point O1 c'est tout simplement M fois la vitesse V1' Eθ, d'accord, ce qui nous donne M R1 V1' et ER vectoriel Eθ, ça nous donne EZ. Ok. Le moment en O2, ok, ça va nous donner, ça va être la même chose, hein. Ici ça va être R2 ER vectoriel M V2' Eθ. D'accord ? On a de la chance parce qu'en fait, ces points O1 et O2 qui sont les deux points de tangence entre toutes les trajectoires, c'est les deux seuls points de la trajectoire de l'orbite de transfert où la vitesse est selon Eθ. D'accord ? Parce que vu que ça vient tangenter des cercles en fait de centre O, hein, c'est normal que la vitesse ici soit tangente, soit selon Eθ. D'accord ? Et donc ici, je vais avoir encore une fois M R2 V2' EZ. Ok ? Et donc j'obtiens ma première relation qui est tout simplement M R1 V1' égale M R2 V2'. Donc évidemment ici les masses se simplifient et j'obtiens cette première relation. Ok, nickel. Maintenant on va utiliser la conservation d'énergie mécanique pour obtenir une deuxième équation. Donc l'énergie mécanique, vous savez que c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc ici, je vais me placer encore une fois en O1 et O2. Donc en O1, je vais avoir 1 demi de M V1' au carré, moins G petit m grand M. Donc grand M, c'est la masse du Soleil, hein, évidemment. R1, je vais noter grand M maintenant à partir de maintenant pour aller plus vite. 1 demi, hop, pardon, tac. 1 demi de M V2' au carré. Hop. Moins, je vais le noter ici, G petit m
grand M sur R2. Donc encore une fois, ici, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les petites masses M se simplifient. Donc ça ne dépend pas de cette petite masse M, hein, d'accord? Et ici, je vais isoler les vitesses. Donc je vais avoir V1' au carré moins V2' au carré égale à G grand M. Je vais avoir un petit 2 qui va venir se balader ici. Et je vais avoir 1 sur R1 moins 1 sur R2. D'accord? Ok. V2', je peux le remplacer. V2', ici V2', je sais que c'est égal à R1 sur R2 V1'. D'accord? Donc je vais venir remplacer V2' dans l'équation que j'ai juste au-dessus, hein, celle-là. D'accord? Pour pouvoir isoler V1', avoir une expression de V1' et ensuite avoir une expression de V2'. Donc une fois qu'on a ça, je vous laisse dérouler les calculs, mais on remplace juste V2' et après on isole juste V1, hein, d'accord? V1'. On obtient que V1', c'est égal à racine de 2G grand M. On va ici avoir R2 sur R1 facteur de R1 plus R2. D'accord? Une fois qu'on isole. Ok? Je vous laisse faire pause et faire les calculs de votre côté, mais c'est ce qu'on trouve. Hein. D'accord? C'est juste du calcul bête et méchant. Et donc du coup, V2', ici V2', c'est, on l'a mis juste au-dessus, R1 sur R2 fois V1', donc je remplace V1' par l'expression que je viens de trouver, et ici je trouve que V2', c'est tout simplement racine de 2Gm, cette fois-ci R1 sur R2, facteur de R1 plus R2. Ok? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, V1', ici, je vais le réexprimer comme ceci. Ici, je vais faire R2 sur R1 plus R2 fois racine de G grand M sur R1 ici. Ok. Et ici, je reconnais V1. Et je peux me dire, ok, en fait, c'est un coefficient fois V1. Et ce coefficient ici, alors, R2, c'est la distance Soleil-Mars. R1, c'est la distance Terre-Mars. Donc, R2 est plus grand que R1. Hein, d'accord? Qu'on soit bien clair là-dessus. R2 est plus grand que R1. Hein. Le cercle rouge est bien plus grand que le cercle bleu. Hein, d'accord? Ok. Donc, 2R2, c'est plus grand que R1 plus R2. D'accord? Donc, ce terme-là, il est plus grand que 1. Et donc, ici, je trouve que V1' est plus grand que V1. Mais c'est normal. V1, c'était la vitesse que j'avais sur la trajectoire, sur l'orbite de la Terre. D'accord? Et donc ici, pour passer sur l'orbite de transfert jaune, je dois avoir une vitesse V1' qui est plus grande que la vitesse V1. D'accord? Je dois bien accélérer dans l'axe. D'accord? Pour passer sur une orbite de plus haute énergie. Et ici, V2, donc dans la même logique, je dois trouver que V2 doit être V2', doit être plus petit que V2. D'accord? Parce que V2', quand j'arrive au niveau du point O2, donc c'est-à-dire à la tangence entre mon orbite de transfert et l'orbite de Mars, je dois réaccélérer une deuxième fois pour passer sur l'orbite de Mars. Donc je dois avoir V2' qui doit être plus petit que V2. Et on s'en rend bien compte ici. Je peux faire exactement la même chose. Ici, ça va me faire 2R1 sur R1 plus R2 fois G grand M sur R2. Et ici, évidemment, on reconnaît V2. Et ici, donc V2, pardon, hop. Et ici, ce coefficient est évidemment plus petit que 1, parce que 2R1, c'est plus petit qu'R1 plus R2. Ok. Voilà, c'est tout pour cette première partie. On va passer à la deuxième partie de l'exercice maintenant. Ok, donc on vient de voir les différentes vitesses, et donc du coup on peut en déduire les différentes poussées moteurs qu'il nous faut pour passer d'une orbite à une autre, notamment de l'orbite de la Terre à l'orbite de Mars. Mais si on fait ça, on va être complètement dans les choux. On voit ici sur la simulation qu'on arrive sur la trajectoire de Mars, à un moment où Mars n'est pas du tout à l'endroit où on arrive, et une fois qu'on est sur l'orbite de Mars, c'est le principe, on orbite à la même vitesse que la planète Mars. Donc il n'y a aucune chance qu'à partir de ce moment-là, on rattrape la planète Mars ou la planète nous rattrape de l'autre côté. D'accord? On orbite vraiment à la même vitesse qu'elle. Donc pour attraper la planète, il faut arriver sur son orbite au moment où elle passe. Il faut l'attraper en vol, en fait, si on veut, entre guillemets. Et ça va nous impliquer de partir au bon moment.
Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire partir au bon moment? Dans un premier temps, il va falloir qu'on détermine le temps que l'on met à parcourir notre orbite de transfert. Pour ça, on va avoir besoin de la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler, c'est simplement t au carré sur a au cube égale constante, donc t étant la période de révolution sur notre trajectoire donnée, a étant le demi-grand axe de notre trajectoire. Ok, donc si j'applique ça entre l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars, je vais pouvoir facilement après récupérer la période de révolution de Mars. Et également, pareil, si j'applique ça entre l'orbite de la Terre et l'orbite de transfert, je vais facilement récupérer la période de révolution sur l'orbite de transfert. A noter que le demi-grand axe sur l'orbite de transfert, c'est R2 plus R1 sur 2. C'est pour ça que j'ai R2 plus R1 sur 2 au cube au dénominateur ici. Ok, voici donc les quelques données numériques du problème. On nous donne R1, R2 qui est connu et la période de révolution de la Terre. Bon, ça, tout le monde la connaît. Et ici, après application numérique, on trouve que la période de révolution de Mars est de 687 jours. La période de révolution de l'orbite de transfert, 518,3 jours. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps que je passe sur l'orbite de transfert. Étant donné que je fais seulement la moitié de l'orbite, ici, le temps que je vais passer sur l'orbite de transfert, je le note delta t, et il va valoir 259,15 jours. La deuxième chose qu'on va faire, c'est introduire quelques angles. L'angle θ2, ce sera l'angle qui repérera la position de Mars. L'angle θ1 est l'angle qui repère la position de la Terre. Et ici, l'angle alpha est tout simplement égal à l'angle θ2 moins θ1. Donc ici sur le schéma, θ1 est égal à 0 et du coup θ2 est égal à alpha ici sur ce schéma. Très bien. Moi ce que je veux c'est déterminer l'angle alpha que je dois avoir entre la position de la Terre et la position de Mars pour pouvoir décoller mon vaisseau de la Terre pour rejoindre l'orbite de Mars. Donc ici on voit sur le schéma que là où va arriver le vaisseau par rapport à l'orbite, il faut encore que Mars balaye un angle de pi moins alpha. Donc ici, grâce à un simple produit en croix, une simple relation de proportionnalité, je peux calculer la valeur de pi moins alpha. Je vais avoir pi moins alpha sur 2pi est égal à delta t, la période qu'on va passer sur l'orbite de transfert divisé par t Mars. Et du coup, ça me permet d'isoler alpha et de trouver une valeur numérique pour alpha. Ici, 44,2 degrés. Ok, donc implémentons ça sur le schéma. Prenons alpha égale 44,2 degrés. Et hop, on fait décoller le vaisseau. Et on remarque bien qu'ici, on arrive sur l'orbite de Mars en même temps que Mars passe. Et donc, on arrive bien à attraper la planète au vol. Maintenant qu'on est sur Mars, il s'agirait de savoir combien de temps on peut rester. Parce qu'effectivement, quand on va vouloir repartir sur Terre, on va avoir exactement la même problématique. Donc ici, j'aimerais calculer l'angle alpha qu'il me faut entre donc, la Terre et Mars, ou plutôt entre Mars et la Terre, pour pouvoir repartir de Mars et rattraper la Terre au vol une fois que j'arrive sur son orbite. Lors de ce voyage retour, on va parcourir la deuxième moitié de l'orbite de transfert, donc le temps que l'on va mettre pour pouvoir rentrer va être exactement le même que celui pour arriver. Ok, donc maintenant il nous faut l'angle alpha que doit former Mars et la Terre afin de pouvoir décoller de Mars et repartir sur Terre. Donc pour ça, il va falloir que je détermine l'angle balayé par la Terre pendant cette période delta t. Donc l'angle balayé par la Terre, c'est tout simplement l'angle d'arrivée du vaisseau sur l'orbite de la Terre, donc c'est-à-dire θ2 plus pi. Pourquoi? Parce que θ2 c'est là où était Mars plus pi, parce que j'arrive de l'autre côté de l'orbite, ça me donne là où va arriver mon vaisseau sur l'orbite de la Terre. Et à ce moment-là, la Terre était en θ1. D'accord? Donc en fait ici, je vais tout simplement avoir une aire balayée de alpha plus pi. Rapidement, une loi de proportionnalité et un produit en croix comme tout à l'heure, on va pouvoir isoler alpha et on va trouver que alpha est égal à 75,6 degrés ici. Ok, combien de temps je vais devoir attendre sur Mars pour que cet angle alpha vale 75,6 degrés? Je sais qu'à la base, alpha ini valait 44,2 degrés. Ça, c'est l'angle qu'il fallait entre Mars et la Terre pour pouvoir décoller de la Terre. Ok, maintenant, je sais que alpha point, c'est tout simplement θ2 point moins θ1 point. Et c'est une constante, d'accord? Parce que θ2 point et θ1 point sont constants. Donc ici, je détermine alpha 1 point très rapidement et j'obtiens une vitesse en degrés par jour ici qu'on calcule négative. C'est-à-dire qu'alpha diminue au cours du temps. Ok, en intégrant, je trouve une loi alpha qui est une loi affine du temps et je trouve l'angle alpha formé par Mars et la Terre lorsque le vaisseau arrive sur Mars. Ici, on trouve moins 75,6 degrés. Ok, sauf que moi, je veux 75,6 degrés. Là, l'angle, il vaut moins 75,6 et il est en train de diminuer. Donc, j'ai du mal à voir comment on va avoir 75,6 dans le futur.
Sauf qu'ici, c'est pas problématique. Parce qu'en fait, l'angle alpha retour que l'on veut vaut évidemment 75,6, mais modulo 360 degrés. Ce qui veut dire qu'on peut également partir lorsque cet angle vaut moins 284,4 degrés. Je connais donc le delta alpha entre le moment où j'arrive sur Mars et le moment où je dois repartir. Je connais la vitesse angulaire de alpha, donc je peux calculer ici le temps que je vais devoir passer pour ma mission sur Mars. Après application numérique, on trouve que cela vaut 451,6 jours. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrive sur Mars, je ne peux pas repartir quand je veux. Je ne peux pas repartir un mois après ou 2 mois après. Il faut prévoir une vraie mission de 451,6 jours sur place, sachant qu'il ne faut pas rater le coche de départ. Si jamais je rate le coche de départ, je vais devoir réattendre une position favorable de l'angle alpha, c'est-à-dire que alpha fasse un tour complet, et ça peut prendre 700 à 800 jours de plus. Donc il est primordial de ne pas rater le coche de départ. Ici, on peut voir sur la simulation, sur le schéma, le vaisseau restant sur Mars, attendant le bon moment pour pouvoir repartir sur Terre. Et on voit qu'ici, en partant au bon moment, on vient récupérer la Terre au vol. Et voilà, c'est tout pour cet exercice, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu un peu d'hybride entre Fastcam avec écriture sur tablette et animation. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous en voulez plus à l'avenir, ce que vous préférez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.